Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire consacré à un thème essentiel dans toute organisation, la communication et le feedback constructif. Dans nos environnements de travail, savoir communiquer efficacement et donner ou recevoir un retour constructif n'est pas seulement une compétence relationnelle, c'est un véritable levier de performance individuelle et collective. Une communication claire, bienveillante et orientée progrès renforce la cohésion, stimule la motivation et favorise la confiance au sein des équipes. Pour nous accompagner dans cette réflexion et nous partager son expérience, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Régine Morin, consultante formatrice et coach depuis plus de 20 ans, passionnée par l'humain et la richesse des interactions. Elle a d'abord étudié la sociologie, l'ethnologie et l'anglais, avant de se spécialiser en psychologie du travail au Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Très tôt initiée à la communication interpersonnelle, elle a su transformer cette discipline en une véritable vocation. Son parcours professionnel l'a conduit à accompagner de nombreux salariés et managers en France, au Maroc, mais aussi ici en Afrique de l'Ouest, notamment auprès des chemins de fer du Sénégal et du Gabon, ainsi que de nombreux acteurs du secteur de l'énergie, des transports, de la santé ou encore de l'industrie. Ces domaines d'expertise couvrent la communication interpersonnelle, le management hiérarchique et transversal, la gestion du stress, la connaissance de soi, ainsi que les soft skills, compétences humaines essentielles à la performance collective. Elle s'appuie sur des outils puissants tels que l'analyse transactionnelle, la PNL, le DISC ou encore le diagramme pour aider chacun à mieux se comprendre et à mieux interagir. Mais au-delà de la formatrice et de la coach, Regina est une véritable exploratrice de culture et de sens. Son goût pour la découverte l'a menée de l'Inde à l'Himalaya, du Maroc au Sénégal, où elle revient régulièrement séduite par la richesse des échanges humains et culturels. Également auteure, elle a publié 4 ouvrages, dont un roman intitulé Louise, paru en 2023, ainsi que plusieurs recueils de poésie et un livre sur le tutorat. Ses centres d'intérêt s'étendent à l'écologie, au développement durable et aux médecines traditionnelles. Aujourd'hui, elle partage avec nous son expérience, son écoute et sa passion pour le développement humain. Je vous invite donc à lui réserver un accueil chaleureux. Merci d'accueillir Madame Régine Morin. Merci beaucoup, Tiane. Merci pour cette présentation. Eh bien, je suis ravie de partager avec vous effectivement mes connaissances, mes expériences autour de la communication interpersonnelle. Et comme l'a dit Tiane, je suis toujours ravie d'aller à la rencontre d'autres cultures, hein. C'est ma passion. Et au-delà de ça, je pense que, au-delà de la diversité, des diversités culturelles, il y a des fondamentaux au niveau de la communication qu'on va, retrouver tous les uns et les autres, comme, notamment la bienveillance et l'importance feedback. Alors pensez bien à fermer vos micros, messieurs, dames, parce que sinon il y a des bruits parasites. Voilà, alors on va parler du feedback, de l'importance du feedback, on va définir ce que c'est, et cetera. Donc, je vous embarque avec moi dans ce petit voyage sur le feedback. On va commencer par une petite citation d'un auteur anonyme, mais c'est pas parce qu'il est anonyme qu'il n'est pas important. Un bon feedback éclaire sans brûler, guide sans imposer et fait grandir sans blesser. Voilà, c'est ça l'idée, justement, de faire grandir. Alors, on va démarrer cette introduction par un extrait d'une interview de Carlos Ghosn. J'imagine que vous avez entendu parler de lui, ne serait-ce que par son évasion rocambolesque en 2019, hein, vous vous souvenez sans doute, il avait été arrêté en 2018 et il s'est évadé en 2019, tout simplement parce qu'il disait qu'il fuyait l'injustice et la persécution. Alors,
on en pense qu'on veut, je dirais peu importe. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même d'avoir des enseignements ou des conseils de quelqu'un qui a quand même été PDG de Renault de 2005 à 2019, qui a relevé la boîte. Pareil pour Nissan de 2017 à 2018. C'est celui qui a présidé l'alliance Renault-Nissan, hein, et en 2017, cette alliance était à la première place mondiale des constructeurs automobiles, et il a présidé aussi le conseil d'administration de plusieurs grands groupes, Nissan, Mitsubishi Motors, Avtovaz, c'est russe en fait. Hein. Alors, je vais vous faire passer un tout petit extrait de son interview que je trouve extrêmement intéressante. Alors, si ça vous intéresse, hein, vous pourrez la retrouver sur YouTube, tout simplement. Alors, on écoute Carlos Ghosn. Dans l'ancien jour, quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui a une PME, qui se lance, qui a du mal à faire grandir sa boîte? Si vous aviez quelqu'un dans votre famille, vous donniez un conseil. Écoutez, tout ça, ça se travaille. Ça se travaille. Je vais vous donner un exemple. Communication. Les gens me disent que tu communiques bien. Très bien. Moi, je me rappelle les premiers speeches que j'ai fait quand je suis arrivé aux États-Unis vis-à-vis des Américains, ils bâillaient. C'était mortel. Bon, je me suis dit, quand même, tu voyais bien que la salle n'était pas galvanisée. Bon, alors donc, j'ai demandé quand même un responsable de communication. Alors, ils m'ont dit, bon, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Donc, petit à petit, et à chaque fois que je communiquais, j'allais demander toujours un peu un feedback. Et je suivais ce feedback et j'essayais de m'améliorer. Je parle de la communication, je peux parler d'autres choses. Parce que le charisme aussi, quelque part, bon, vous avez peut-être quelque chose qui est en vous, mais en plus, vous le développez. Et le charisme, c'est montrer de l'empathie dans des situations qui sont des situations difficiles. Vous êtes charismatique parce que vous êtes intéressant, parce que les gens savent que vous êtes quelqu'un de différent, vous avez souffert, que vous avez travaillé, que vous avez pris des risques, que vous avez accompagné. Tout ça, ça fait partie du charisme. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui est né en vous. C'est quelque chose que vous allez développer au travers des crises, au travers des missions, et surtout, surtout, être à l'écoute. Moi, j'ai toujours dit qu'en fin de compte, le feedback positif ne m'intéresse pas. Le seul feedback qui m'intéresse, c'est le feedback négatif. Pourquoi? Parce que, alors, il y a du négatif pour du négatif, donc celui-là, il ne sert à rien. Mais par contre, le feedback négatif va vous permettre d'apprendre quelles sont les choses que vous pouvez améliorer de façon à faire mieux la prochaine fois. Si vous êtes mu de cette volonté d'améliorer votre prestation, eh bien, vous n'avez pas de limite. Voilà, on va s'arrêter là. Et c'est un petit peu dans cet esprit que je voudrais vous présenter. Ah, alors attendez, hop. Alors attendez, je vais arrêter le partage et je vais redémarrer le partage. Voilà. Donc, j'étais en train de vous dire que c'est dans cet esprit que je veux vous présenter ces différentes informations sur le feedback. C'est vraiment dans l'esprit de ça se travaille, la communication. C'est pas forcément. Alors, il peut y avoir des choses innées, hein, des traits du leadership inné, mais tout se travaille. Et c'est vraiment pour ça que je vous ai fait passer cette petite interview que vous pouvez retrouver sur YouTube, hein, sur la chaîne Légende. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais aussi vous sensibiliser au fait que quand on étudie les grandes catastrophes qui ont eu lieu, que ce soit au niveau industriel, au niveau aussi de l'aéronautique, eh bien, il y a toujours un déficit de communication. Alors, je ne dis pas que c'est le seul facteur, bien entendu, mais à un moment donné, on trouve toujours un déficit de communication. Alors, vous devez vous souvenir probablement ou avoir entendu parler, en tout cas, de cet accident majeur, hein, puisque l'explosion de l'usine chimique de Bhopal en Inde a été une des plus grandes catastrophes dans le monde de l'industrie, de l'histoire. Effectivement, c'était une usine de pesticides et dans la nuit du 2 au 3 décembre 84, ça remonte un peu, il y a une fuite massive d'un de ces produits qui a libéré un nuage toxique sur la ville. Et on a eu quand même entre 3800 et 16 000 personnes tuées et des centaines de milliers d'autres impactées. Ça a été juste énorme. Hein. Alors, on ne va pas reprendre toute l'histoire, bien sûr, hein, mais pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé, les employés de l'usine avaient signalé à plusieurs reprises des problèmes de maintenance, comme des fuites mineures, des équipements défectueux qui n'ont pas été pris au sérieux par la direction ou n'ont pas été
correctement transmises au niveau supérieur. Lors de l'incident, un nettoyage des tuyaux avait été effectué sans vérifier si le système était correctement isolé. Et les travailleurs sur le terrain n'ont pas reçu de feedback clair des superviseurs sur les risques liés à cette opération, ce qui a permis à de l'eau de pénétrer dans une cuve de mic, ce fameux produit toxique, là, déclenchant une réaction chimique incontrôlable. Les employés n'étaient pas non plus suffisamment formés pour gérer les situations de crise, les situations d'urgence impliquant ce produit. Il n'y avait pas de protocole clair communiqué pour réagir à une fuite. En plus, les systèmes d'alarme étaient inadéquats et les habitants locaux n'ont pas été informés à temps pour évacuer. Donc, effectivement, on voit bien qu'il y a eu un déficit de communication, même s'il y a évidemment, comme souvent, les accidents, les causes sont multifactorielles, mais il y a eu un manque de remontée d'informations sur les problèmes de sécurité, une absence de communication claire entre les équipes et un défaut de formation et de communication descendante. Sans oublier aussi un déficit de communication par rapport aux habitants qui étaient autour. Donc, en résumé, l'absence de feedback s'est faite à plusieurs niveaux, entre les ouvriers, entre les superviseurs et la direction, et même avec les autorités locales. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on peut dire que la communication est au cœur de toutes les organisations. On ne peut pas parler travail, on ne peut pas parler organisation si à un moment donné, on ne se penche pas sur la qualité de la communication. Et vraiment, encore une fois, je vous invite à écouter la suite de l'interview de Carlos Ghosn. Vous allez voir, il revient plusieurs fois sur cette nécessité de travailler sa communication. Travailler, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est ajuster les activités humaines à la réalité et donc communiquer le plus efficacement possible en sachant que ce n'est pas quelque chose de simple, communiquer. Il ne faut pas croire. On va justement approfondir ça. C'est pas si simple que ça. Et donc, le manque de clarté au niveau de la communication, eh bien, c'est pas juste un petit défaut mineur. Ça peut être, d'après les spécialistes, une véritable hémorragie organisationnelle. Ça veut dire que le feedback est nécessaire pour que les process soient respectés, les défaillances et les problématiques corrigées et corrigées à temps. Le feedback est donc essentiel. Les enjeux de la communication, on va approfondir ça maintenant. Aujourd'hui, vous le savez très bien, les organisations sont en constante transformation, pour ne pas dire en constante mutation. Et on doit faire face à différents types de pression, que ce soit le temps, que ce soit les coûts, que ce soit la qualité, que ce soit la concurrence due à la mondialisation. Et cette pression, elle est là, elle est constante, elle est quotidienne, il faut faire avec. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Et cette pression, elle impacte la communication, bien entendu. Déjà, on peut distinguer plusieurs problématiques. Alors, par exemple, la confusion qu'il peut y avoir sur les objectifs, les instructions qui ne sont pas suffisamment claires, on va interpréter les instructions et c'est normal d'interpréter. On va le voir après, mais c'est normal. Ces interprétations vont être subjectives, individuelles, on ne va pas forcément prendre les bonnes priorités et la stratégie qu'on voulait mettre en place, elle va se trouver minée ou détériorée. Les problématiques au niveau de la perte de temps, par exemple la multiplication des réunions qui ne servent pas à grand-chose. Ici, on parle de réunionnite. Quand je dis ici, c'est en France, on parle de réunionnite, par exemple. Les attentes inutiles des consignes, les tâches qu'on doit faire et refaire, tout ça, c'est des pertes de temps et des pertes d'efficacité. On a des erreurs dans le travail, bien entendu, les malentendus qui créent des erreurs. Alors, j'ai envie de dire que c'est normal de faire des erreurs. On ne cherche pas non plus à dire qu'il faut qu'on soit dans un monde parfait, on est d'accord. Mais enfin, il y a des erreurs quand même qui coûtent cher. Et donc, l'idée, c'est de limiter les erreurs et d'apprendre de ces erreurs surtout. On se place vraiment, si vous voulez, dans
un principe d'amélioration continue. C'est ça l'idée. Et puis, il peut y avoir un niveau un peu plus psychologique de la frustration, du désengagement, par exemple l'incompréhension des consignes qui peuvent, ces incompréhensions peuvent mener à l'échec, à la démotivation, au stress et à la frustration. Vous savez, il y a un certain Will Schutz, alors ça devait être dans les années, je ne me trompe pas, 50, 60, qui a fait un lien très net entre l'efficacité et la motivation et même l'estime de soi. D'accord? Donc, s'il y a frustration et désengagement, forcément, il y a perte au niveau des résultats, perte au niveau de la productivité, etc. On a besoin de l'engagement de tous pour avoir des résultats, de la qualité et des résultats, de la productivité et de la qualité. Alors, je ne vais pas vous assommer de chiffres, ce n'est pas le but, mais enfin, c'est quand même bien d'avoir quelques repères. Notamment, il y a un rapport State of Business Communication de 2024 de Grammarly. Donc, si vous voulez, c'est le rapport qui a été fait suite à une étude qui a été publiée en novembre 2024. C'était une étude en ligne, en fait. Et sur cette étude, alors elle a été effectuée sur 1002 salariés et 253 dirigeants. Et on a fait remonter un certain nombre de problématiques, un certain nombre de données. Et par exemple, 100% des travailleurs, entendez par là ceux qui, tout type de travailleurs, que ce soit les collaborateurs, les responsables, etc., tous les gens qui ont été interrogés, en fait, eh bien, ont des problèmes de communication au moins une fois par semaine. Vous en avez même jusqu'à 25% qui signalent plusieurs fois par jour. Donc, c'est juste tout simplement énorme. Un quart des personnes signalent des problèmes de communication plusieurs fois par jour. Évidemment, tout ça, ça a un impact sur les résultats commerciaux. Par exemple, un dirigeant d'entreprise sur 5 parle de perte dans les affaires en raison d'une mauvaise communication. Vous voyez, un dirigeant sur 5. Il y a du coup des pertes financières majeures, c'est un coût pour les entreprises américaines qui a été évalué à environ 1,2 trillion de dollars. Donc 1,2 trillion de dollars, de mémoire, c'est 1200 000 milliards de dollars chaque année. C'est juste énorme. D'accord? 1200 milliards de dollars chaque année à cause de la perte de productivité, la baisse du moral, le départ de clients, etc. Tout ça lié à une communication déficiente. Donc, vous voyez que les coûts sont énormes. Et encore, c'est compliqué, je dirais, d'avoir des chiffres sûrs, justes. On est dans l'humain, donc ce n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, on sait que, évidemment, la perte de le déficit de communication amène à des pertes énormes. La communication efficace, elle, va entraîner forcément une meilleure satisfaction client, on parle de 51%, une amélioration de la réputation de la marque, par exemple, environ 45%, des accords commerciaux réussis, environ 43%, et des réductions de coûts. Donc, on a tous à y gagner. Et encore une fois, je ne vois pas comment on peut aujourd'hui ne pas s'intéresser à la communication tellement c'est essentiel. D'ailleurs, dans l'étude que je vous citais à l'instant, on a relevé également que 88% du temps de travail d'un salarié est consacré à communiquer sur différents canaux, que ce soit oral, écrit, etc. 88% du temps de travail est consacré à communiquer, quel que soit le canal. Alors, des freins à la communication, il y en a un certain nombre, bien entendu. On peut les classer en 4 grandes catégories: psychologique, linguistique, socioculturel, physique ou organisationnel. Alors là, l'idée, c'est de les balayer dans les grandes lignes et surtout voir comment on peut remédier à ça. Par exemple, au niveau psychologique,
qu'est-ce que ça va être? Ça peut être des états d'esprit qui ne sont pas forcément favorables, positifs, des attitudes des interlocuteurs. N'oubliez pas que le langage non verbal est essentiel, je vais y revenir, le langage du corps. Hein. Quand on parle de communication, ce n'est pas que le discours, même si le feedback est orienté au niveau du discours. Mais quand je parle de la communication dans son ensemble, je parle également de la posture, de l'attitude. Hein. Donc, l'attitude des interlocuteurs qui peut être déroutante, qui peut être parfois même blessante ou source d'incompréhension, les préjugés, les stéréotypes, les opinions toutes faites, on en a tous plus ou moins. L'idée, c'est de s'en rendre compte, de conscientiser. Le manque de confiance en soi, le manque de confiance en l'autre, la peur du jugement, l'anxiété, des émotions comme la colère, la peur également, le stress. Hein, le stress, nous ici en Occident, on est très très impacté par le stress hein, et régulièrement, par exemple, je forme des gens hein, sur la gestion du stress, la gestion des émotions, parce que bien entendu, ça va avoir un impact sur la communication. Tout ce qui est attitude défensive, si par exemple, en me parlant, on m'agresse, si je me sens un peu agressée, eh bien, mon réflexe, hein, ça va être de me défendre, c'est normal, hein, c'est mon cerveau reptilien là, qui commande ça, et je peux aussi me fermer. D'accord? Fermeture d'esprit. Communiquer, c'est s'ouvrir. OK? Les différences de valeurs, de croyances, de motivation, eh bien, tout ça va faire que le message que je vais recevoir va être filtré. D'accord? Vous savez, on dit souvent que déjà, il y a un écart entre ce que je pense et ce que je veux dire. Entre ce que je veux dire et ce que je dis. Entre ce que je dis et ce que l'autre reçoit. Entre ce que l'autre reçoit et ce qu'il comprend. Entre ce qu'il comprend et ce qu'il mémorise. Et enfin, entre ce qu'il mémorise et ce qu'il va être capable de redonner. Donc, on a comme ça, vous voyez, toute une série de filtres, de déformations. Et encore une fois, c'est normal. Hein, nous sommes des êtres humains, tous différents. Et donc, on a ce qu'on appelle des cadres de référence qui sont des ensembles de normes, de valeurs, d'opinions qui font des espèces de filtres sur le monde. Personne ne détient, si vous voulez, la réalité à 100%. On a tous une interprétation de cette réalité. Hein. En PNL, peut-être entendu parler de ça, hein, c'était une approche dans les années 60-70, qu'on utilise toujours d'ailleurs, programmation neurolinguistique. Eh bien, on dit que chacun a sa carte du territoire. D'accord? C'est-à-dire que entre, par exemple, connaître le Sénégal, si je peux reprendre cet exemple, entre connaître le Sénégal ou bien voir différentes cartes du Sénégal, ce n'est pas la même chose. Eh bien, on peut dire qu'on a tous nos différentes cartes du monde. Ça, c'est ce que nous dit, par exemple, la PNL. Hein. Et l'idée, c'est de faire coïncider ces différentes cartes et d'apprendre à se comprendre à travers ces différentes cartes. On a des freins linguistiques et sémantiques. Par exemple, ça peut être le cas d'un vocabulaire trop technique ou inadapté. Je me souviens qu'il y a plusieurs années, quand j'ai démarré ma carrière, parfois j'avais des demandes de clients qui me racontaient qu'ils avaient beaucoup de mal à faire parler, à faire dialoguer le service informatique avec les employés. Et je me souviens que j'étais intervenue pour faire une espèce de médiation, de pont communicationnel entre les techniciens, services informatiques, et puis eh bien, le personnel, parce qu'ils n'arrivaient pas à se comprendre, tout simplement. Hein. Donc, les différences de langage, de niveau de langue, de jargon, de langue étrangère, et vous en Afrique, hein, qui avait beaucoup de langues différentes, j'imagine que vous voyez bien ce que je veux dire, mais aussi la mauvaise articulation, un débit, par exemple, trop rapide, le ton également, ton monotone, monocorde, qui fait qu'on décroche, eh bien, tout ça, bien entendu, ça a un impact sur la qualité de la communication. On peut avoir aussi des ambiguïtés ou des malentendus dans les mots employés, tout simplement. Donc, le message est mal compris à l'arrivée. Hein. On a aussi des freins socioculturels,
Alors ça, c'est tout ce qui va être les normes sociales, des codes de politesse différents. Par exemple, j'ai souvent eu des témoignages de gens qui avaient, vous voyez, travaillé au Japon, par exemple, hein. Alors moi, je connais pas trop la culture japonaise. Je suis jamais allée au Japon, mais je me souviens d'avoir souvent parlé avec des personnes qui avaient travaillé au Japon et qui me disaient combien, au début, ça avait été compliqué de se comprendre parce que les Japonais ne vont pas communiquer avec les émotions comme nous, par exemple, hein, plutôt pays latins. Et encore, il y a une différence entre le nord et le sud de la France, mais on ne va pas communiquer, en tout cas quand on ne se connaît pas, on ne va pas communiquer nos émotions de la même façon. Quand je suis allée travailler au Maroc, puisque j'ai travaillé pendant 5 ans au Maroc très régulièrement, j'y allais 1 à 2 fois par mois, eh bien, effectivement, au début, hein, j'ai eu parfois quelques petites déconvenues parce que tout simplement, on n'avait pas les mêmes codes et j'en avais pas forcément conscience. Donc c'est justement ce que je trouve très intéressant quand on rencontre d'autres cultures, hein, c'est vraiment très à l'écoute de ces codes. On peut avoir des valeurs, des coutumes divergentes, vous le savez bien, des représentations mentales qui sont différentes, voire opposées et ce qui peut aussi constituer un frein, c'est le statut social ou la hiérarchie qui peut influencer la prise de parole. Donc, on ne partage pas tous le même cadre de référence. C'est quoi un cadre de référence? Eh bien, c'est un ensemble de valeurs, d'opinions, de normes, si vous voulez, qu'on construit dès son enfance. Donc, l'éducation va jouer, la culture va jouer, bien entendu, et puis nos expériences, hein. Eh bien, tout ça fait que on interagit à travers des cadres de référence différents. Et c'est ça qui fait aussi la richesse de l'être humain, bien entendu, hein. Il ne s'agit pas d'être tous identiques, loin de là, hein, sinon on s'ennuierait un petit peu quand même. Et puis, bien sûr, hein, il y a des freins physiques, environnementaux. C'est tout ce qui va être le contexte matériel, sensoriel de l'environnement, tout simplement des bruits ambiants, une mauvaise acoustique, une mauvaise visibilité, la distance. Les outils aussi qu'on peut utiliser, bah, par exemple Zoom, avant de démarrer, je disais que je trouvais ça vraiment formidable de pouvoir comme ça, interagir avec vous à des milliers de kilomètres, ça c'est génial. Et puis, eh bien, effectivement, quand il y a des problèmes techniques, ça peut aussi, bien entendu, donner quelques difficultés, mais en tout cas, je trouve que ça marche de mieux en mieux, donc ça c'est génial. Qu'est-ce qui peut intervenir dans ces freins? Bah, il y a aussi, la fatigue, la santé, la maladie, les inconforts physiques, normal. Il peut y avoir, bien entendu, également le manque de temps, ou bien les interruptions fréquentes, hein, qui vont parasiter. On va parler de parasites de l'information, de parasites de la communication. Et du coup, eh bien, la réception du message va devenir difficile, voire incomplète. Il y a des freins organisationnels. Alors là, c'est tout ce qui concerne la structure ou l'organisation. Alors ça peut être par exemple le manque de clarté dans la hiérarchie ou les canaux de communication. Trop d'intermédiaires entre l'émetteur et le récepteur, ce qui fait que le message va être déformé au fur et à mesure entre l'émetteur et le récepteur. Absence de retour ou de feedback courant, informations mal diffusées ou inaccessibles, voyez, tout ce qui va concerner finalement, eh bien, j'ai envie de dire les petits bugs au niveau de l'organisation, les zones de flou, hein, qui sont plus courantes qu'on ne peut le penser. Très souvent, quand je travaille avec les gens sur l'organisation, sur leurs fonctions, sur leur rôle, eh bien, je suis toujours un peu surprise de voir comment les gens peuvent être parfois dans des zones de flou et ne pas trop savoir où commence leur rôle et où il se termine. Vous voyez, au niveau du périmètre d'activité de chacun, eh bien, effectivement, s'il y a une zone de flou, forcément, il y aura des impacts à un moment donné. Oui? Ah, on entend quelque chose? Je sais pas si vous... Alors, fermez bien vos micros, s'il vous plaît. On parle de communication, justement, donc c'est le cas de le dire. On va éviter le parasitage. Voilà. Et là, je voudrais faire un petit zoom sur la communication interpersonnelle dans la culture africaine, que j'aime beaucoup. J'apprécie énormément l'Afrique, hein, comme Tiané vous l'a dit, je me rends régulièrement au Sénégal.
Et ce que j'aime notamment chez vous, eh bien, c'est la diversité culturelle. C'est extraordinaire, cette diversité culturelle, de langage, de tradition. Voilà, pour moi, c'est un vrai régal. Mais bien entendu, d'un point de vue de la communication, bah, il y a des freins propres à la communication interpersonnelle dans la culture africaine, tout comme chaque culture a ses propres freins, hein. Et très souvent, c'est la richesse qui fait aussi les freins. C'est normal, vous voyez. Et donc, si on fait un petit zoom sur les freins qui peuvent se rencontrer chez vous, dans la culture africaine. Alors, il y a des freins socio-culturels spécifiques. Alors, je vous rassure, hein, il y a des freins socio-culturels à chaque culture, hein, on est bien d'accord. Je vous parlais tout à l'heure du Japon, j'aurais pu aussi vous parler de l'Europe, etc. Mais comme vous êtes en Afrique, je me suis dit que ça pouvait être intéressant qu'on regarde d'un petit peu plus près les freins à la communication africaine. Alors, par exemple, il y a tout ce qui concerne le respect des aînés et des figures d'autorité qu'il faut garder, bien entendu, hein. Attention, on n'est pas en train de dire qu'il faut balayer ça, hein. On est bien d'accord. Qu'il n'y ait pas de malentendus sur ce que je dis. Mais on va voir que parfois, du coup, ça peut bloquer la communication, hein. Le respect hiérarchique et l'âge. Tout ça pour dire que parfois, les plus jeunes ou les subordonnés hésitent à contredire ou à questionner leur aîné. On a ça aussi en Asie. Je me souviens, il y a longtemps, j'avais lu les causes d'un accident en aéronautique d'une compagnie asiatique. Genre, je ne sais plus si elle était thaïlandaise ou vietnamienne, mais en tout cas, c'était en Asie du Sud-Est. Et c'était incroyable parce que quand on avait retrouvé les boîtes noires, eh ben, on s'était aperçu qu'il y avait eu un vrai déficit de communication entre le pilote et le copilote, tout simplement parce que dans leur culture, on ne remet pas en cause ce que celui qui a un statut plus fort dit. Et donc, le copilote n'a pas osé s'imposer et, si vous voulez, alerter le pilote sur des problèmes spécifiques qu'il avait vus. C'est juste incroyable. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après, la compagnie, cette compagnie d'aviation asiatique avait travaillé sur la communication et fait en sorte que pilote et copilote soient vraiment une équipe et qu'il n'y ait pas quelque part d'ascendant de l'un sur l'autre. Ben oui, parce que ça avait quand même mené à un drame, hein, cette histoire, hein. Il y avait eu un crash, hein, donc là, pour le coup, ça avait été grave. Alors, en ce qui concerne l'Afrique, il peut y avoir le poids de la collectivité et de la tradition. Bon, là encore, hein, on n'est pas en train de dire qu'il faut balayer tout ça, c'est pas ça du tout. On est juste en train de dire que ce qui fait la richesse, notamment de la tradition chez vous, ça peut aussi, dans certains cas, freiner l'expression, d'accord? Et c'est ça qui est intéressant. Par exemple, ce qu'on dit, c'est que l'expression peut être rare en dehors du cadre collectif. Une parole trop directe ou individualiste ou critique peut être mise en cause par le groupe, hein. Et puis, il y a la forme implicite des messages, les proverbes, les métaphores, les récits, qui sont d'ailleurs tout à fait extraordinaires chez vous. Il y a la langue et le plurilinguisme, hein. Vous avez des milliers de langues locales chez vous, c'est juste incroyable, en plus des langues officielles. Et bien entendu, ça peut être aussi source de malentendus. C'est à la fois une richesse extraordinaire et bien entendu, ça peut être source de malentendus avec des traductions approximatives. Et puis, il y a des codes non-verbaux, le langage non-verbal spécifique à votre culture. La communication non-verbale occupe une place essentielle. Ça me fait un peu penser à l'Italie. Chez nous, en Europe, on a les Italiens qui communiquent beaucoup, beaucoup aussi avec le non-verbal. Les gestes, les silences, les postures, tout ça, ça veut dire quelque chose, ça a une signification culturelle précise. Et on peut être amené à pas traduire, enfin interpréter en tout cas, voilà, interpréter des regards ou autres, hein. J'aurais comme ça des tas d'anecdotes à vous donner, mais je veux pas que ça soit trop long, sur aussi les codes différents en Asie. Je me souviens avoir discuté avec une Chinoise qui m'avait beaucoup parlé de la difficulté qu'elle avait à regarder les gens en face quand elle communiquait, tout simplement parce que
En Chine, c'est très mal vu, hein, c'est une impolitesse et donc ça avait été très compliqué pour elle quand elle parlait aux gens, de les regarder en face parce que nous, on est plutôt dans dans ce code-là en France, hein. Il peut y avoir des freins organisationnels, par exemple dans les institutions et les entreprises africaines, hein, il y a plutôt une communication verticale et très hiérarchisée. Et bien entendu, parfois, ça peut générer des difficultés. Les réseaux informels, la crainte de déplaire à un supérieur, hein, c'est aussi quelque chose que j'ai pas mal rencontré au Maroc, qui peuvent être des freins à la transmission claire et rapide de l'information, hein. Les freins psychologiques et relationnels, la crainte du jugement social, le poids du regard du groupe, hein, qui est assez fort. Et donc, on peut éviter de s'exprimer librement, de peur de faire mauvaise impression ou de se heurter à la norme sociale. Le rapport au temps, qui est très, très différent aussi. Et ça, j'ai toujours trouvé ça très intéressant. Cet rapport au temps, quand j'ai commencé à travailler au Maroc, j'ai vraiment compris ça très vite, qu'on ne vivait pas, le rapport au temps était différent, on ne vivait pas le temps de la même façon. Et c'est important quand on travaille entre cultures différentes. Si vous travaillez avec des Occidentaux, eh bien, c'est important d'avoir quelques repères culturels, tout comme nous quand on travaille avec vous, ou bien quand j'ai des collègues qui travaillent avec des Chinois ou des Japonais ou des gens ou des Américains, hein, c'est d'avoir un minimum de billes d'informations, de culture sur les repères des autres, ça aide énormément, hein, ça aide énormément parce que parfois on peut être surpris, voire des fois vexé parce qu'on ne se comprend pas tout simplement, hein. Le rapport au temps, pour moi, c'est vraiment une notion qui est très forte en termes de différence, hein. Le respect de la dignité, hein, préserver sa dignité, celle des autres, est essentiel et ça, c'est très beau. J'aime beaucoup cette valeur aussi chez vous, africaine. Néanmoins, parfois, les critiques ou les désaccords exprimés de manière indirecte, enfin, comment dire, sont exprimés de manière peut-être indirecte et pas toujours très claire parce que hein, l'idée, c'est d'éviter la perte de respect, etc. C'est quelque chose qui est très fort, a priori, en Afrique. Donc, en conclusion, c'est quoi? L'idée, c'est de dire que les freins à la communication interpersonnelle en Afrique sont dus à la richesse et à la complexité des cultures, hein. Il y a un bouillonnement culturel comme ça chez vous, une diversité qui est extraordinaire. Et comme souvent dans la vie, eh bien, cette même richesse peut aussi constituer parfois des freins en termes de communication au niveau de la clarté du message. Ouais, c'est tout à fait normal. Alors, comment dépasser ces freins? C'est quelques idées là qu'on vous propose, hein. Ça pourrait être, par exemple, valoriser le dialogue interculturel et la compréhension des codes locaux. C'est ce que je vous disais, hein, le fait bien entendu, de comprendre les codes culturels des autres, former les acteurs à la communication non verbale et la diversité linguistique. Il y a un vrai champ là, si vous voulez, d'investigation et d'études qui est le langage non verbal. D'ailleurs, la PNL, je vous en ai parlé tout à l'heure, programmation neurolinguistique, ça a été, à mon sens, une des premières approches à vraiment décoder, structurer le langage non verbal. C'est vraiment passionnant. Encourager une communication participative et puis respectueuse des hiérarchies, bien entendu. Utiliser les récits, les proverbes, les symboles pour ancrer le message, hein. Les analogies sont extrêmement importantes. Personnellement, quand j'anime des séminaires, je fais toujours très attention à donner beaucoup d'exemples, des métaphores, des analogies, des anecdotes, hein. C'est ça qui rend le discours vivant, hein. Et puis, évidemment, vérifier régulièrement la compréhension du message et reformuler si besoin. Là aussi, ça s'apprend, hein, la reformulation. Et tout ça va nous amener, bien entendu, à parler du feedback. Donc, communiquer efficacement, eh ben, c'est un ensemble de compétences qu'on peut acquérir. Et là, je rejoins tout à fait ce que disait Carlos Ghosn, hein. Ça s'apprend, tout simplement. C'est un ensemble de compétences. Et donc, on peut tout à fait monter en compétences et apprendre à communiquer le plus efficacement possible. Ce qui est sûr, c'est que l'efficacité passe par là. Voilà, ça c'est sûr. Alors, si on fait un petit zoom sur le feedback, hein, pour qu'on regarde un petit peu plus près, hein, ce que signifie le feedback.
Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire le feedback? Ça veut dire nourrir en retour. Feedback, hein, c'est un terme anglophone, c'est un renvoi d'informations ou un retour structuré sur un comportement, une performance ou dans un but d'amélioration. C'est vraiment là exactement ce que nous disait Monsieur Carlos Ghosn tout à l'heure. Alors, on peut parler également de rétroaction. Rétroaction, c'est un effet en retour qui s'exerce sur un système, un mécanisme qui l'a provoqué et qui va permettre ainsi d'assurer sa régulation. Eh bien, figurez-vous que la rétroaction, elle est partout dans notre vie. Partout, partout, partout. Je vais vous donner quelques exemples, mais sans qu'on s'en aperçoive ou sans qu'on en ait conscience, peut-être, eh bien, en fait, on est toujours en train d'être dans des systèmes qui s'autorégulent. Je vais vous citer quelques exemples, mais on pourrait en prendre des dizaines, voire des milliers. En pédagogie, par exemple. L'apprentissage se fait par correction, bien entendu. C'est grâce aux commentaires de l'enseignant que celui qui étudie va comprendre qu'il s'est trompé, qu'il va ajuster sa méthode de travail. Sans rétroaction, il n'y a pas de progrès en fait. C'est parce qu'on me renvoie ce que je fais de bien, de moins bien, que je vais pouvoir apprendre. En biologie, par exemple, hein, ne serait-ce que la régulation de la température corporelle. Quand votre corps a trop chaud, eh bien, vous avez des petits capteurs qui vont envoyer un signal au cerveau, à déclencher la transpiration pour nous rafraîchir. Et quand on a froid, eh bien, il y a des informations qui vont être envoyées à notre cerveau pour que notre corps frissonne et pour produire de la chaleur. Bah oui, vous voyez, on ne le sait pas toujours, mais quand on frissonne, c'est en fait le corps qui réagit pour produire de la chaleur parce qu'on a froid. Donc, notre corps est un système hein, très complexe, vous le savez, de rétroaction qui va maintenir constamment plein de paramètres en équilibre. Et on sait bien que quand ces paramètres se déséquilibrent, ben, ça va moins bien. Ne serait-ce par exemple que pour la température. C'est un autre système corporel va maintenir une température 37 degrés essentielle à notre survie. Donc notre corps tout entier eh bien, est constamment en train de s'auto-réguler avec la rétroaction. Au travail, bien entendu, l'amélioration continue des performances. Alors, par exemple, un commercial hein, qui reçoit un retour de son manager après une présentation client qui met l'accent sur des points positifs ou les points à améliorer. Voilà, tout simplement. Et bien entendu, ça a un effet bénéfique. Hein, la rétroaction va permettre une prise de conscience du collaborateur. C'est comme ça que les compétences vont évoluer. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça que eh bien, je vais être de plus en plus compétent, efficace, expert dans quelque chose. En gestion de projet, l'ajustement des priorités, par exemple, un client qui indique à l'équipe projet que certaines fonctionnalités ne correspondent pas à ses attentes et du coup, eh bien, il y aura une réorientation immédiate des efforts plutôt que de perdre des semaines dans la mauvaise direction. Donc là, l'effet, c'est le gaspillage des ressources qui est évité. Voilà, ce n'est que 4 exemples, hein, ce ne sont que 4 exemples, mais on pourrait en prendre des tonnes et des tonnes, étant donné qu'on est constamment dans des systèmes de rétroaction. Hein. C'est un principe qu'on trouve en analyse systémique, le principe de rétroaction. Donc, en quelques mots, la rétroaction est un mécanisme universel d'amélioration et d'adaptation continue. Et comprenez derrière rétroaction la nécessité du feedback, évidemment. Hein. Donc, le feedback est essentiel pour n'importe quel système afin qu'il s'autorégule. Donc, il y a différents types de feedback. Hein. Il y a un feedback positif, de renforcement, pour encourager quelqu'un à poursuivre ou à renforcer ses efforts, etc. Il y a ce qu'on appelle le feedback correctif dans le sens constructif,
C'est-à-dire que, bien, effectivement, je te dis ce qui ne va pas pour que tu puisses t'améliorer. Exemple, je suis coach sportif, je coach un tennisman à un certain niveau pour qu'il puisse eh bien, faire les championnats du monde. Eh bien, je vais à un moment donné lui renvoyer le fait qu'il ne tient pas sa raquette correctement, hein, que son coude ou son bras n'est pas forcément dans la bonne inclinaison pour qu'il puisse se corriger et réussir ses services du premier coup, par exemple. Et puis, il y a un troisième type de feedback qu'on appelle feed-forward feedback. Alors, ce type de feedback est orienté exclusivement vers le futur. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on ne revient pas sur ce qui n'a pas marché, mais on va plutôt donner des indications pour être orienté au niveau du futur. C'est-à-dire qu'on ne revient pas sur les erreurs, en fait. Hein. On ne revient pas sur les erreurs, mais on va plutôt encourager, on va donner des indications pour le futur. Voilà. En tout cas, l'idée, c'est quoi? C'est de progresser et de ne pas juger. Le jugement n'a rien à voir là-dedans. On va plutôt parler d'évaluation. Ça, d'accord. Hein. L'évaluation, c'est sur des faits, alors que le jugement, c'est plutôt sur la personne. Donc là, on ne parle pas de jugement. Hein. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le feedback ouvre la porte à un dialogue. Dialogue, on est deux. Ce n'est pas un monologue. Hein. Ce n'est pas, si vous voulez, le fait d'un recadrage qui va dans un sens. Ce n'est pas ça du tout. Hein. L'intérêt de donner du feedback, eh bien, ça améliore la communication et les relations, ça contribue au développement de l'individu, ça renforce la dynamique d'équipe, ça permet un développement personnel de celui qui donne aussi le feedback, hein, parce qu'il faut apprendre à donner un feedback, ça ne se donne pas n'importe comment. Et puis, bien entendu, c'est tous les bénéfices qu'on peut en tirer d'un point de vue de l'organisation et du collectif. Si on revoit ce qui a été dit précédemment, hein, quand je vous ai parlé des accidents ou bien des pertes d'efficacité dues à un déficit de la communication, bah, bien entendu, à partir du moment où on effectue des feedbacks et on apprend à les faire correctement, eh bien, c'est tout le collectif qui s'en trouve gagnant quelque part. Hein. L'amélioration de la communication et des relations, hein, ça clarifie les attentes, les perceptions, ça évite les malentendus, les interprétations erronées. On a vu combien c'était facile d'avoir des interprétations erronées. Ça favorise un climat de confiance, un climat de transparence aussi. Voyez. Et quand il y a la transparence, il y a la confiance. Hein. Ça montre de l'intérêt pour l'autre, ça montre à l'autre qu'on lui porte de l'intérêt, et puis aussi pour la relation, et ça renforce la crédibilité. Ça renforce la crédibilité et la cohérence de celui qui donne le feedback. Hein. Vraiment, je pense que quand le feedback est bien fait, tout le monde est gagnant. Et c'est ça qui est très intéressant. Hein. Ça va contribuer au développement de l'individu. Ça favorise la prise de conscience. L'autre me renvoie ce que je sais bien faire et ce que je fais moins bien. Et du coup, ça améliore la conscience de soi. Et au passage, je vous rappelle que la conscience de soi, c'est la base de la gestion des émotions, hein, qui est aussi essentielle dans l'efficacité des organisations. Ça stimule l'apprentissage continu, la remise en question constructive, ça augmente la confiance en soi, ça encourage la responsabilisation et l'autonomie, et c'est bien ce qu'on cherche avec nos collaborateurs, à les responsabiliser, hein, et ce qu'ils soient de plus en plus autonomes. Ça encourage la motivation, ça valorise les réussites et les bonnes pratiques. Toute l'équipe s'en trouve favorisée puisque ça renforce la dynamique d'équipe. Ça va favoriser la coopération, la cohésion. La cohésion, c'est le collectif, si vous voulez. Ça réduit les tensions, les frustrations latentes, les conflits non dits, voyez, sur les tensions sous-jacentes, là. Ça installe une culture d'amélioration continue. Personnellement, je crois beaucoup en ça, hein, cette culture d'amélioration continue. C'est normal de se tromper, c'est normal de faire des erreurs, mais on peut utiliser ces erreurs pour faire mieux la prochaine fois. C'est ça justement le but. Et tous les bons managers, j'ai envie de dire, que j'ai croisés dans ma vie,
les meilleurs en tout cas, c'est ceux qui avaient cette culture d'amélioration continue et qui n'étaient pas dans le jugement, mais dans cette capacité à donner un feedback pour justement faire en sorte que l'autre s'améliore et que tout le monde s'améliore. Mais ça veut dire aussi que le manager doit être exemplaire et que lui-même doit recevoir des feedbacks, hein. Donc, permet de corriger rapidement les dysfonctionnements collectifs, on l'a dit. Et puis, dernière chose, celui qui donne le feedback, eh bien, de par, je dirais, ses compétences, sa posture, sa manière de dire les choses, ça va aussi l'amener à se développer. Parce qu'il va apprendre à le dire, il va apprendre à le faire, il va améliorer sa capacité d'observation, d'analyse, d'expression, de communication. Il va apprendre à formuler un message constructif, précis, respectueux, et ça va l'aider à développer son leadership, son assertivité. Alors, je ne sais pas si assertivité, c'est clair pour vous, je ne sais pas. L'assertivité, c'est en fait la communication constructive, si vous voulez, hein. On pourrait dire que depuis que je vous parle du feedback, je parle d'assertivité en quelque sorte. Et pour celui qui donne le feedback, ça va renforcer son sentiment d'efficacité de contribution. Voilà, donc ce n'est pas une baguette magique, hein, il n'y en a pas, mais c'est quelque chose d'essentiel qui peut faire grandir tout le monde, vraiment. Voilà. Et puis, bien entendu, il y a des bénéfices organisationnels et collectifs, hein, ça aligne les comportements individuels sur les objectifs du groupe, ça contribue à la qualité du travail de l'équipe, à la satisfaction globale, on adapte plus facilement les processus, les méthodes, et enfin, ça favorise l'innovation, la remontée d'idées et de critiques constructives. Vous voyez, les infos remontent du terrain, et ça, c'est essentiel, hein. Encore une fois, sinon, eh bien, à un moment donné, il y a une espèce de rupture qui se fait entre le terrain et la direction, et on voit où ça nous mène, hein. Si je fais de nouveau référence à l'usine Bhopal en Inde, on voit où ça peut nous mener, ce genre de rupture entre effectivement la direction et le terrain. Alors, il y a des méthodes et techniques qui existent, hein. Moi, l'idée ici, c'est juste de les évoquer avec vous, hein. Bien sûr, on n'est pas en formation, mais tout, pour vous rendre les choses un peu plus concrètes, je voudrais juste vous dire qu'il y a des méthodes et techniques qui existent. Déjà, quand on utilise ces méthodes et ces techniques, ce qui est très important, c'est de bien clarifier les faits, les opinions, les ressentis. Voyez, un fait, c'est une information vérifiable, objective, démontrable, hein. Si je vous dis le Sénégal est un pays situé en Afrique, ben effectivement, il n'y a pas à contester ça, c'est pas contestable a priori. Une opinion, c'est plutôt une idée personnelle qui reflète un point de vue. Et on peut avoir des opinions divergentes, bien entendu, à partir de telle ou telle chose. Si je vous dis le thieboudienne est le meilleur plat du monde, vous allez me dire c'est vrai, c'est un fait. Moi, je vais vous dire ce n'est qu'une opinion qui se vaut, enfin voilà, mais c'est une opinion. Et le ressenti, eh ben, si par exemple, je suis heureuse de te voir, je suis heureuse de venir au Sénégal, eh bien là, j'exprime un ressenti. L'idée, c'est juste de vous sensibiliser à ces notions-là, pour vous dire que quand on communique, notamment dans les tensions, hein, les aspects de tension, de conflit dans une équipe, eh bien, il faut déjà distinguer tout ça. On a par exemple la méthode DESC qu'on apprend à utiliser en formation. D'accord? Juste pour vous la citer, hein, sans qu'on puisse la travailler, ce n'est pas le but, mais juste pour que vous sachiez qu'elle existe, eh bien, la méthode DESC, ça va être d'écrire les faits, exprimer le ressenti, suggérer une alternative, conclure positivement. Le S, le troisième point, c'est en tout cas se mettre dans la posture de solutionner le problème. Vous savez, on dit que l'art de gérer les conflits, c'est de transformer un conflit en problème à résoudre. Voilà. Donc, la méthode DESC est une méthode assertive. Bien sûr, il faut choisir le bon timing et tout doit être dit dans le respect, avec un ton calme, factuel, bienveillant, congruent. La congruence, c'est le fait d'avoir, si vous voulez, une cohérence entre ce que je dis et ce que je montre. Voilà, je suis alignée. Mon non-verbal reflète ce que je dis. Sinon, c'est de l'incongruence. Et beaucoup de malentendus viennent aussi de l'incongruence. Voilà, par exemple. L'exemple mérite sans doute d'être
comment dire, affinée, hein, c'est juste pour vous donner une idée, un peu grossière peut-être, mais une idée. Lors de la réunion, tu as interrompu plusieurs collègues, ce qui les a obligés à répéter plusieurs fois la même chose et à rallonger le timing. Je décris les faits. Hein. Je ne suis pas satisfaite. Vous voyez, il n'y a pas d'opinion. Hein, c'est juste, je te donne les faits, la conséquence. Je ne suis pas satisfaite ou je ne suis pas contente. Je te propose de noter les points pour intervenir après chaque tour de table ou alors, comment pourrait-on procéder? Ça peut être une question aussi, hein, c'est pas forcément, on n'a pas forcément une solution à donner tout de suite. Ça peut être tout simplement du questionnement. Et puis, je termine de manière positive. Tes idées sont précieuses pour l'équipe. Hein. Alors, évidemment, tout ça, c'est en fonction du langage qu'on utilise, de la culture, hein, c'est à adapter à la culture de chacun. On ne plaque pas les choses les uns sur les autres. Mais ici, en tout cas, c'est comme ça qu'on dirait. Et on peut l'utiliser dans n'importe quelle culture à partir du moment où on adapte le langage, bien entendu. Hein. OSBD, alors je ne vais pas trop m'y arrêter, c'est un petit peu la même chose. Là, c'est plutôt le courant de la communication non violente, un courant extrêmement intéressant, qui est passionnant. Là aussi, on va beaucoup insister sur le non-jugement, l'importance du feedback bienveillant, mais transparent et constructif. Et la différence entre les deux méthodes, c'est qu'on va exprimer un besoin. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, encore une fois, ce n'est pas le but, mais c'est juste pour vous donner une culture autour de cette notion de feedback. Par exemple, en formation, on va beaucoup travailler autour de cette notion de besoin et de demande. Hein. Le besoin va permettre de clarifier ce qui est en jeu et c'est aussi une invitation à la coopération et c'est ça qu'on cherche. Hein. Voilà, donc le feedback doit être vu comme un outil de performance collective. À mon sens, il est indispensable, on ne peut pas s'en passer, mais il faut aussi apprendre à le faire. Hein. Donc, les intérêts, ça permet de créer de la confiance et du respect mutuel. Ça aligne les objectifs individuels et collectifs, parce que c'est quand même bien ça qu'on cherche, hein, avec la stratégie de l'entreprise. Ça favorise la culture de l'apprentissage continu et ça augmente la motivation, la responsabilisation. Hein. Je pourrais dire aussi qu'avec tout ça, ça rend la cohésion de l'équipe plus importante et par conséquent l'efficacité. Hein. Voilà. Donc, on instaure une culture du feedback, on donne l'exemple déjà, on peut demander soi-même du feedback. Hein. On intègre le feedback au rituel, réunion d'équipe, bilan mensuel. On valorise les progrès, bien sûr, et on forme et on coach les managers, hein, puisque les managers sont en première ligne pour le feedback, bien évidemment. On écoute sans interrompre, on pose des questions, on gère ses émotions, on remercie l'émetteur. Voilà, ça, l'idée, c'est déjà de recevoir un feedback sans se braquer. Vous voyez, l'idée, c'est d'instaurer ça dans la culture d'une organisation. Il est normal de se donner un feedback, il est normal de recevoir un feedback et d'en donner. D'accord? Voilà, donc en conclusion, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire que le feedback est un acte de leadership. D'accord? Ça fait partie intégrante du leadership, du management. Et je vous renvoie à ce que disait Carlos Ghosn tout à l'heure. Ça se travaille. Il est factuel, bienveillant, orienté solution, c'est-à-dire constructif. Il va renforcer la confiance, la cohésion, la performance. On peut dire que son effet est triple. Il va impacter positivement l'individu, la relation, l'organisation. Donc, en résumé, le feedback instaure un cercle vertueux qui va contribuer à améliorer les résultats. Bien entendu, dernière remarque avant de conclure, c'est que le langage non verbal, le corps, et paraverbal, la voix, est essentiel dans le feedback. Hein, quand on travaille le feedback, ce n'est pas juste de la méthode, ça va être aussi la conscience des messages qu'on transmet par le corps, la voix, et des messages qu'on reçoit. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce petit exposé vous a plu, hein, et je conclurai par cette dernière phrase, c'est que la communication, et notamment le fait de donner du feedback,
Ça s'apprend. Voilà, messieurs, dames, je crois que je suis dans les temps. Je vais arrêter le partage. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, Madame Régine. C'était clair et intéressant. La communication, nous savons tous que c'est la base de toute relation interpersonnelle. Nous sommes arrivés au terme de l'exposé de Madame Régine. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous pouvez les poser sur le chat. Madame Régine sera à votre disposition pour répondre à toutes les questions avant de clôturer ce webinaire. Absolument. Alors, hop, chat de réunion, tac, tac, tac. Voilà, bah, n'hésitez pas. Alors là, je suis dans le chat. Pour l'instant, je vois pas de questions. Je ne sais pas si... Ou alors, si vous voulez prendre la parole, peut-être oralement, je ne sais pas. C'est peut-être pas plus mal. Je vous laisse revenir vers moi. Bonjour, serait-ce possible de partager les différents supports? Moi, je n'y vois aucun inconvénient en ce qui me concerne. Après, je me tourne vers Thionnet. Sur la méthode ESC, oui. Alors, la méthode ESC, c'est une méthode de base, hein, si vous voulez. Donc, c'est une méthode dite assertive. L'assertivité, c'est quoi? Alors, ça nous vient de l'anglais assertiveness. On le traduit en français par affirmation de soi, mais c'est pas forcément exactement ça, si vous voulez. Hein. On va dire que c'est la traduction la plus proche, mais attendez, je ferme le chat parce que j'avoue que j'aime bien voir quand je parle. L'assertivité, c'est, si vous voulez, de la communication constructive. On va dire que c'est communiquer en évitant 3 travers: l'agressivité, la passivité et la manipulation. Et donc, quand on travaille la communication en formation, eh bien, on va travailler, on va comprendre déjà ce que c'est. Et on va se rendre compte que il y a plein de fois dans la vie où finalement, sans s'en rendre compte, on peut être dans l'agressivité, la passivité, la manipulation. Et on va aussi travailler les effets. Qu'est-ce que ça amène l'agressivité en face? Moi, si je sens de l'agressivité, déjà, je me défends. Vous voyez, je me mets sur la défensive, je me referme. Qu'est-ce que ça va induire la passivité? Qu'est-ce que ça va induire la manipulation? Donc, on travaille un petit peu tout ça. Et la méthode DESC, l'idée, c'est de dire déjà, je suis dans la modération. Hein, je vais éviter d'utiliser des mots trop forts. Par exemple, si je suis en colère, je ne vais pas vous dire je suis hors de moi. Hein, je vais déjà attendre que la colère redescende. Tout ça, ça va avec un autre chapitre, alors qu'on ne va pas ouvrir là maintenant, mais qui est passionnant, c'est celui de la gestion des émotions. Ça va avec. Hein, ok? Pourquoi? Parce que je vous ai beaucoup parlé du langage non verbal. Et le langage non verbal, c'est le langage du corps par définition. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, la méthode DESC, on va déjà poser les faits, mais il faut être congruent, c'est-à-dire aligné avec son non-verbal. Ensuite, on va exprimer son ressenti en une phrase ou deux. Je me positionne, je clarifie les choses, je te dis ce que je ressens. Hein, alors, beaucoup d'aspects positifs à ça. Ça va induire de l'empathie chez l'autre. Hein, et puis, vous ne pouvez pas nier les choses. Hein. Si je vous dis je ne suis pas content, vous ne pouvez pas dire non, ce n'est pas vrai. Ensuite, toute son énergie va être mise au fait de solutionner. Qu'est-ce qu'on peut faire pour solutionner? On pose les choses. Je te donne mon ressenti, c'est clair. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour solutionner? Hein? Alors, c'est mieux quand c'est négociable. Après, des fois, ce n'est pas négociable. C'est normal. Tout n'est pas négociable dans la vie. D'accord? L'assertivité, c'est vraiment, vraiment une approche très intéressante qui est très proche de la communication non violente. Et en formation, quand on travaille sur la communication, on travaille sur les deux. Voilà, sur le fait d'apprendre à faire des critiques constructives, hein, à donner un feedback constructif. Donc, on va travailler la méthode DESC et la méthode OSBD, qui est la communication non violente. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, est-ce qu'il faut imposer un feedback à tout participant?
C'est-à-dire, vous voulez dire quoi? En tant que manager, est-ce que vous pouvez préciser la question, s'il vous plaît, pour être sûr que je la comprenne bien, justement? Je ne voudrais pas répondre à côté. Attendez, je vous envoie la question directement. Ah ouais, Oui. Bon, à tout participant, imaginons que vous avez une classe. Vous avez une classe, vous enseignez par exemple. Vous enseignez à une classe. Mais il y a des étudiants qui ne participent pas à la discussion, qui ne donnent pas le ressenti, qui ne sont pas le ressenti. C'est ça le problème. alors attendez, je m'excuse, je vous ai perdu. Je suis perdue. Alors, Ah voilà, ça y est, non. Non, je non, veux c'est... dire que quand tu as une classe, tu as une vingtaine d'étudiants devant toi. Mais il y a un Attendez, étudiant. excusez-moi, j'ai juste un tout petit souci technique. Voilà, Hmm. voilà, excusez-moi. Voilà, est-ce que vous pouvez répéter votre question? Désolée, hein, c'était un petit souci Bon, technique, j'étais partie, je par sais pas. exemple, tu as une classe, une vingtaine d'étudiants, mais il y a des étudiants qui ne participent pas, qui ne s'expriment pas dans la classe. Tu n'as pas le ressenti de ce que tu leur envoies, tu n'as pas de ressenti en retour. Est-ce que tu as besoin de ça, mais est-ce que il faut leur imposer de réagir à ce que tu dis? Ou bien est-ce qu'il faut simplement essayer de comprendre sans avoir le retour, quoi? Alors, si j'ai bien compris, dites-moi si je me trompe. Si j'ai bien compris, vous dites que est-ce que finalement c'est possible de donner un feedback avec tout le monde, sachant que certaines personnes ne prennent pas en compte ce qu'on leur dit ou ne l'acceptent pas, c'est ça? Absolument, oui. Oui. Alors, il faut savoir que dans les sciences humaines, on n'a jamais de technique ou de méthode qui marche tout le temps à 100%. Ça n'existe pas. Vous avez absolument raison de le signaler. Oui, bien entendu, il peut y avoir des cas où ce n'est pas possible. On est bien d'accord. C'est-à-dire que je suis manager et dans mon équipe, eh ben, j'ai des personnes qui sont fermées ou qui veulent rien entendre, etc. Alors, ça, c'est sûr. Hein, je ne vais pas vous dire que Desk, ça marche toujours ou SBD non plus. En fait, l'idée que je voulais faire passer dans ce petit exposé, c'était vraiment d'instaurer une culture du feedback. Après, il y aura toujours des exceptions. Il faut bien comprendre que Desk, OSBD, ça fonctionne, mais de manière générale, mais pas dans les extrêmes. Si par exemple, j'ai quelqu'un pour X raisons qui est rebelle à l'autorité, par exemple, des personnes, elle est rebelle à l'autorité, elle ne veut pas entendre parler de chef, etc. Je ne pourrais pas grand-chose à part le management directif. Et donc, je serais limitée, bien entendu, dans mes feedbacks. Mais ce que je crois, c'est qu'il faut instaurer cette culture du feedback pour avoir des chances que ça touche le collectif. Voyez, maintenant, on aura toujours des personnes avec qui ça sera compliqué, bien entendu. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. J'ai répondu à votre question, monsieur? Ça va, ça passe bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. OK. C'est intéressant. Hein, l'impact du développement du digital dans la communication. Ben oui, oui, c'est bien entendu. C'est d'où l'importance de s'y intéresser encore plus. Hein. Si vous voulez, moi, je travaille beaucoup avec le digital, comme vous aussi, j'imagine. La preuve, on est en train de pouvoir dialoguer alors qu'on est à des milliers de kilomètres. Moi, je suis juste à côté de Paris. Et ça, c'est génial. C'est juste formidable. Maintenant, c'est vrai qu'il faut faire attention parce que, notamment, je parle par exemple de l'écrit. Hein, digital, il y a l'oral, il y a l'écrit. Par exemple, à l'écrit, avec les mails, etc., on n'a pas toute cette information du non-verbal, le langage du corps, de la voix qu'on n'a pas. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que pour moi, comment dire, le présentiel et le digital vont ensemble. C'est-à-dire que il faut être d'autant plus vigilant et à mon avis formé, j'ai envie de dire, à la communication, en tout cas vigilant, parce que les malentendus sont encore, c'est encore plus facile, tout simplement. Hein. Par exemple, quand j'anime des formations à distance, genre je fais les deux, hein, en présentiel à distance. Moi, j'aime les deux. Hein, j'aime beaucoup le fait de travailler à distance aussi parce que ça ouvre des possibilités extraordinaires, la preuve. Mais quand je travaille à distance, je demande à ce qu'il y ait son et caméra. Hein. Si quelqu'un me dit, voilà, Régina, je voudrais participer à votre formation, mais la caméra ne marche pas, je lui dis, pas possible, niet. Hein, moi, il me faut, c'est pas comme un webinaire. Un webinaire, c'est différent. Hein, c'est plus une conférence en ligne. Mais en formation, le minimum,
hein, c'est d'avoir une caméra. Voilà. Donc, je crois que, bien entendu, le digital a un impact sur la communication. C'est pour ça que c'est important de connaître les bonnes pratiques, c'est important d'être sensibilisé, formé et d'avoir aussi, je dirais, des critères et des limites à ne pas dépasser. Voilà. Et il y a des contraintes, il y a un cadre à respecter. Sinon, c'est pas possible. Hein, il y a trop de malentendus, etc. Hein. Alors, alors attendez, tac, tac, tac. Voilà. Merci pour la merci pour votre feedback, pour la plupart d'entre vous positif, ça me fait plaisir. Quel outil est le mieux adapté lorsqu'on communique avec une personne qui n'est pas réceptive et qui il pense toujours avoir raison? Alors, c'est compliqué de répondre là tout de suite, mais il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte, hein. On est dans un système, si vous voulez, donc c'est compliqué pour moi de répondre là comme ça tout de suite, mais ça peut être la technique qu'on appelle le disque rayé, le disque rayé, c'est-à-dire elle m'entend pas, bah, je répète. Hein, tant qu'elle n'entend pas, je répète, la technique du disque rayé. Sinon, vous savez, moi, ce que je conseille toujours, notamment aux managers, mais pas que, c'est de s'intéresser à ce qu'on appelle des typologies. Hein, lors de ma présentation, Tiané tout à l'heure parlait des outils que j'utilise, hein, des typologies comme la méthode DISC, où en fait, alors, il s'agit simplement de comprendre on fonctionne différemment. Si je reprends la méthode DISC, mais je pourrais en prendre d'autres, Processcom, MBTI, tout ce que vous voulez, peu importe. Mais ces typologies, ça nous aide à comprendre qu'on fonctionne tous différemment. Et si vous voulez, on a tous un défaut, entre guillemets, mais c'est normal, c'est humain, c'est qu'on projette toujours sur l'autre ce qu'on est. C'est-à-dire qu'en clair, je pense que l'autre, il réagit comme moi, il pense comme moi. On a toujours cette tendance à projeter sur l'autre ce qu'on est. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est les psychiatres, les psychanalystes qui sont aperçus de ça. Et donc, quand on s'intéresse à une typologie, donc là, c'est au-delà de la communication, je vais m'intéresser à la manière dont les gens fonctionnent et je vais mieux comprendre les gens. Et comme je les comprendrai mieux, je pourrais mieux m'adapter, je pourrais mieux communiquer à eux. Si je reprends l'exemple de la méthode DISC, en gros, il y a 4 couleurs. En général, on est plutôt à tendance rouge, bleu, vert, jaune, avec des caractéristiques différentes. Eh bien, si je sais qu'un tel a une dominante rouge, eh bien, je sais qu'il va préférer que je m'exprime comme ça, que je sois direct, par exemple, que je ne me perde pas dans les détails, ce genre de choses. Hein. Donc, on a des typologies qui peuvent nous aider à mieux nous adapter. Après, si vous voulez, je dis toujours, on n'a pas de solution miracle, mais on a des solutions qui marchent plutôt pas mal. Voilà. Après, je ne vais pas vous dire, allez-y, ça va marcher à tous les coups, pas de problème. Non, bien entendu, parce qu'il peut y avoir d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Mais plus vous vous intéresserez justement à ces différentes typologies, au fait que les gens ne fonctionnent pas tous de la même façon, notamment comme moi, et tant mieux. C'est ce qui fait que c'est intéressant. Si on était tous pareils, si on était tous des clones, hein, ça serait un petit peu ennuyeux. Mais c'est vrai aussi que ça peut nous poser des problèmes, hein, pour se comprendre des fois. Voyez. Donc, voilà, je vous réponds de manière un peu générale parce que c'est un petit peu compliqué là pour moi sans avoir trop d'éléments sur le contexte, parce que le contexte va aussi rentrer en ligne de compte sur la communication, bien entendu, vous voyez, hein, d'analyser les choses un peu plus finement. Mais en tout cas, je conseille toujours aux gens de s'intéresser à différentes typologies. Hein, voilà. Voilà, bah, pour le support, là, je vous vois, enfin, je vous laisse, pardon, voir ça avec Tiané, hein. Mais oui, bien sûr, alors c'est madame, Gouey, Aminata, j'espère que je ne déforme pas votre nom. Oui, bien sûr, prendre en compte le profil de la personne qu'on coach, eh ben, c'est clair, c'est ce que je viens de vous dire. De manière générale, plus on prendra en compte le profil de la personne qu'on coach ou même sans parler de coaching avec laquelle on communique, par exemple pour un manager, pour comprendre pourquoi la personne est démotivée, pour comprendre pourquoi elle a des problèmes avec telle autre personne, tout ce qui concerne la gestion des conflits, des tensions, évidemment, au mieux,
on pourra communiquer si on prend en compte le profil de l'autre. C'est ça l'idée, hein. Je pense que, il me semble en tout cas que tout manager a intérêt à, à se développer lui-même et pour ça à intégrer, apprendre à intégrer différentes typologies. C'est mieux. Voilà ce que j'ai à vous dire là-dessus. Je sais pas, je veux bien reprendre une dernière question s'il y a, si vous en avez une. Je remonte un peu les. Si vous avez une dernière question, je veux bien la prendre éventuellement. Je crois qu'on arrive au bout, mais on peut encore avoir le temps de répondre à une question si vous le souhaitez, comme vous voulez. Bon, bah, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Tiané, je vous donne peut-être le. Je vous passe le relais, peut-être, Tiané? Merci à toutes et à tous pour votre participation active à ce webinaire. Nous espérons que cette session vous aura permis de mieux comprendre l'importance du feedback constructif comme outil de développement et de communication et qu'elle vous aura donné des pistes concrètes pour renforcer vos pratiques au sein de vos équipes. Un grand merci à Madame Régine Morin pour la richesse de son Merci à vous. intervention. Oui, pour la richesse de son intervention, la qualité de ses échanges et ses conseils inspirants. La communication bienveillante, bien sûr, et le feedback constructif ne s'improvisent pas. Ils s'apprennent, se pratiquent et s'affinent chaque jour. C'est tout le sens de cette rencontre d'aujourd'hui. Nous vous remercions pour votre attention et votre engagement et vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre webinaire. Bonne continuation Merci à à toutes et à tous. Merci, merci vous. beaucoup. Merci beaucoup à tous. Au plaisir de vous recroiser, de vous retrouver bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.